Bienvenue sur le podcast ENSA et vous. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Lino Galliana, data scientist à l'INSEE et ENSAE Alumni, promotion 2017. Il a accepté de répondre aux questions d'Ève Samani et d'Olivier Pinatel, élèves ingénieurs de l'ENSAE Paris, respectivement en première et deuxième année. Bonne écoute. D'accord. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'environnement de travail à l'INSEE, quel type de personnes en fait on retrouve à l'INSEE? Quels sont en fait les profils que l'on retrouve à l'INSEE autour de vous? Moi, je suis rentré à l'INSEE par le biais d'une voie qui s'appelle administrateur de l'INSEE, qui est un corps de la fonction publique sur lequel il y a différents concours. En fait, forment les ingénieurs de la donnée au-delà de seulement l'INSEE, en fait, dans toute la statistique publique, voire potentiellement dans tout le secteur public. Donc, ça veut dire qu'on peut, quand on est administrateur de l'INSEE, on peut à la fois travailler à l'INSEE, et c'est le gros de l'effectif, mais aussi dans un service statistique d'un ministère. Enfin, il y en a dans tous les ministères. Donc ça, c'est le gros des effectifs. Mais au-delà, il y a aussi des administrations qui reçoivent des administrateurs de l'INSEE, non plus pour la production de la statistique publique, mais aussi pour les tâches qui sont liées à la donnée, à leur valorisation de données, non pas pour la statistique publique, mais plus pour des problématiques opérationnelles ou de gestion. C'est les trois grandes voies, enfin, trois grands profils possibles. Et en fait, ça va amener à des profils un petit peu différents de carrière. Alors, l'idée, c'est quand même d'essayer de naviguer entre ces environnements différents pour voir les enjeux propres à chaque environnement. Mais il y a quand même des spécificités. Quand on est à l'INSEE, on est vraiment soit dans la méthodologie, soit dans l'analyse des données. On est vraiment là dans la statistique publique. Quand on va dans d'autres environnements, on va plus faire, par exemple, de l'évaluation des politiques publiques. Ça va être quand même assez structurant sur la nature du travail qu'on va mettre en œuvre. En termes de parcours pour rentrer dans ces différentes voies, il y a plusieurs parcours. Globalement, on rentre par ces biais-là, par un concours. Ce concours, il vient soit des grandes écoles comme l'ENS, comme Polytechnique, soit par le biais d'un concours externe, où il y a principalement des ENSAE qui sont admis par ce biais-là. C'est la voie, enfin, pour le biais du concours externe, c'est quand même la voie naturelle parce que c'est un concours qui demande à la fois des connaissances en mathématiques appliquées, donc en statistique, aussi en économie, aussi en sociologie, ce qui correspond au profil des ENSAE. Et ensuite, il y a un concours interne qui est, comme tout concours de la fonction publique, il y a une voie de promotion interne qui correspond à des gens qui étaient déjà dans la fonction publique et qui sont promus. En termes de profil, est-ce que les gens viennent avant de la data science ou pas? Globalement, je pense que c'est plutôt le passage par l'ENSAE qui va amener à se concentrer plus ou moins vers la data science ou plus ou moins vers l'économie. Parce que, en fait, sinon, c'est souvent, on a fait peu de data science avant de rentrer à l'ENSAE. Comme je disais, moi, j'en avais peu fait. Je savais à peine ce qu'était la data science avant de rentrer à l'ENSAE. Et c'est finalement au cours de l'ENSAE, en découvrant la richesse de ce qu'on pouvait faire dans la data science, la richesse de la diffusion de données en France. On a quand même la chance en France d'avoir énormément de données qui sont diffusées, à la fois par l'INSEE, mais aussi par les ministères. L'open data en France, c'est important. Et donc, c'est ça qui m'a amené, moi, à me concentrer vers la data science. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Alors, on est un peu biaisé, mais parce qu'on est entre BL ici. Est-ce que vous auriez un conseil justement de BL à BL pour bien s'épanouir à l'ENSAI en tant qu'élève ingénieur Alors malheureusement pour vous, j'ai pas fait les premières années de l'ENSAE, donc moi je suis arrivé tardivement à l'ENSAE. Euh, un conseil bon, je dirais de travailler, de travailler, mais ça c'est valide pour tout le monde. Euh, En fait, quand on vient de BL, on a, je pense, une chance, c'est qu'on a fait beaucoup de sciences sociales, donc on a une capacité à relier euh, des problématiques à des phénomènes socio-économiques euh,
très avancé. Et ensuite, l'enjeu, c'est d'être en mesure de le faire. Donc pour ça, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est du travail sur la statistique. Moi, ce que j'ai apprécié à l'ENSAE, pourquoi je suis allé à la voie data science, c'est que j'ai découvert la statistique appliquée et j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, l'informatique. Donc, c'est de travailler ces deux aspects-là, de se former sur aussi éventuellement des données, parce qu'après, on a cette compétence, cette capacité à analyser la donnée, à la relier à des débats, à des grands débats de l'économie ou de la sociologie. Si on est plutôt orienté vers l'économie, on est capable de relier telle ou telle donnée à des grands sujets de la macroéconomie ou de la microéconomie. Et on a cette possibilité-là. L'enjeu, c'est d'acquérir les compétences en statistique appliquée et en informatique, mais on a tout ce qu'il faut dans la formation initiale pour ça. Vous nous avez parlé de votre profil qui est assez éclectique, à la fois tourné vers la recherche, mais aussi vers l'application, vers plus de concret. Et donc finalement, quelles sont les qualités qui sont recherchées et attendues chez un data scientist, que ce soit un data scientist débutant, donc qui recherche par exemple un stage, ou bien un data scientist qui veut vraiment en faire son travail, vraiment évoluer dans ce domaine-là? En premier lieu, je dirais la curiosité. Ça, c'est important parce que, en fait, quand on est data scientist, on va probablement être amené à traiter des données très différentes, à devoir évoluer dans un environnement mouvant. Donc, la curiosité, c'est important pour être amené, parce qu'on va être amené à regarder, à devoir se former en continu, ou bien à de nouvelles sources, ou bien à de nouvelles méthodes. Donc la curiosité, c'est fondamental. Euh, Quelque chose qui est important, c'est la capacité à travailler en équipe, parce qu'on est rarement tout seul en tant que data scientist. Soit on travaille avec d'autres data scientists, soit on travaille en lien avec des équipes métiers ou des équipes informatiques. Et donc, il va falloir tenir compte de ça dans son travail. Donc, faire attention à avoir un travail enfin, qui est reproductible et qui fait partie, je pense, des valeurs cardinales que j'essaye d'enseigner à l'ENSAE. La reproductibilité, c'est important, qu'on soit data scientist dans l'académique, dans l'administration ou dans le monde du privé. C'est différent. Enfin, c'est pour des raisons différentes extrêmement important. Donc, cette capacité à travailler en équipe, à parler à des publics différents, c'est important aussi parce que, en fait, les valorisations de données, on peut être entre experts. C'est vrai, mais on est souvent amené à communiquer avec des publics qui sont moins experts en statistiques. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre en œuvre une approche moins scientifique, une approche moins technique, mais être en mesure de communiquer avec ces publics-là sur la qualité et les limites des données, c'est extrêmement important. C'est important pour des data scientists dans l'administration parce que, en fait, on va baser des processus de décision ou de production de statistiques publiques à partir de travail de données, mais c'est aussi important dans le secteur privé parce qu'on va être amené à communiquer auprès d'utilisateurs sur les données qu'on collecte et qu'on utilise, auprès d'autres publics sur la pertinence ou non de telle ou telle donnée. Donc, dans tous ces cas-là, en fait, pour des raisons différentes, je pense qu'il est important voilà, de faire attention à la qualité des données, à la qualité des productions qui sont mises en œuvre, être en mesure de communiquer sur ça, sur les apports et les inconvénients et les limites de chacune des données. Et je pense que une approche d'ingénieur de la donnée, d'ingénierie de la donnée, en passerelle entre le monde scientifique où ces questions-là sont importantes et le monde opérationnel où la mise à disposition, la mise en œuvre et la communication sont importants.
les data scientists étant un peu à l'interface entre ces différents mondes-là, doivent avoir un peu ces différentes compétences. Ok, ben merci beaucoup déjà pour vos réponses. Je sais pas vraiment si on a d'autres questions. Peut-être une question plus, pas forcément en rapport avec juste Ouais. ce qu'on vient de dénoncer. Vous avez parlé de l'open data, de l'accessibilité des données qui provenaient des ministères. Bah, quels enjeux on peut avoir avec justement l'accès à ces données provenant de ministères et donc des données qui peuvent être sensibles, des données qui ne sont pas forcément disponibles pour le secteur privé, je pense également. Quel est l'enjeu de l'évolution dans la data science par rapport à l'accessibilité de ces données? La diffusion de données, en fait, elle n'est pas nouvelle. Enfin, l'État a toujours eu énormément de données, ne les a pas toujours diffusées dans leurs dimensions les plus riches, mais a toujours été euh, un collecteur de données importantes. Euh, En revanche, ce qui est un peu plus nouveau dans les dernières années, c'est la révolution de l'open data qui a amené à diffuser de plus en plus de données, de plus en plus larges et utilisées par de plus en plus d'acteurs, au-delà des utilisateurs classiques de données que pourraient être les chercheurs. Ça, c'est un véritable défi pour la diffusion de données, pour la diffusion de savoir sur les données, parce que il faut déjà faire en sorte qu'il n'y ait pas une fracture entre les experts de la donnée et la population, enfin le débat public. Donc ça, cette question-là de la diffusion de plus en plus large de la donnée et, se, se pose de plus en plus pour notamment éviter ou limiter, essayer de limiter la circulation de fausses informations. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. La donnée, elle peut servir, enfin, elle est là pour être utilisée et être utilisée dans le débat public, être facilement accessible. Donc, à la fois facilement accessible si on est curieux par une question, mais aussi si on veut faire du fact-checking, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que notamment les journalistes, les médias utilisent de plus en plus les données, qu'on voit de plus en plus sur les sites web des visualisations interactives pour permettre à chacun de vérifier, enfin d'explorer les données dans leur richesse. En même temps, l'INSEE fait ça aussi, puisque donc l'INSEE diffuse de la donnée par le biais de son site, mais aussi diffuse du savoir sur les données par le biais d'études. En général, les productions de statistiques, elles sont accompagnées de notices à la fois méthodologiques, mais aussi de première exploitation de résultats sur les faits structurants. Et ça, c'est donc plus on me diffuse de la donnée, plus c'est un enjeu pour l'INSEE d'être en mesure de valoriser, enfin de faire connaître aussi les apports, mais aussi les limites de chaque source de données. Donc ça, c'est un premier phénomène qui est important, la capacité de parler à tous et pas exclusivement aux spécialistes. Ensuite, il y a la question de la confidentialité des données qui peut se poser différemment pour le secteur public qui a accès à des données très riches, très désagrégées, et pour d'autres acteurs qui sont intéressés par une valorisation de cette donnée, mais qui n'ont pas vocation à avoir accès à la donnée dans toute sa richesse. Donc pour ça, il y a des stratégies de diffusion de la donnée qui sont à différents niveaux. On va avoir une source de données qui peut être valorisée et diffusée de différentes manières. Par exemple, si on prend le recensement de la population, qui est une des études canonique de l'INSEE, une de nos principales sources de données, l'INSEE va diffuser à plusieurs niveaux ces données-là. Elle va diffuser déjà des chiffres agrégés chaque année à partir de ces données. Alors certains chiffres de données, ça va être par exemple les populations
Voilà, compter, enfin, être en mesure de savoir combien de gens on a, enfin, de combien d'habitants on a en France. C'est une première valorisation de ces données. Elle est très agrégée. Puis ensuite, on va mettre à disposition un peu plus d'informations au niveau départemental, par classe d'âge, etc. Donc, on va petit à petit affiner la statistique. On va mettre à disposition des boîtes de plus en plus petites. Ensuite, on va mettre à disposition des données encore plus fines pour certains types de publics qui vont être habilités à accéder à ces données. Ça se fait de plus en plus par le biais de projets qui sont hébergés par le CASD. Le CASD, c'est un organisme de diffusion de la donnée, enfin, une infrastructure d'accès à la donnée sécurisée. Ça va être pour des personnes qui vont être habilitées à accéder à la donnée pour une exploitation spéciale de ces données, par exemple dans le cadre de recherche. Et ensuite, il peut y avoir de la donnée différente qui va être exploitée à l'INSEE, mais qui ne va pas être mise à disposition, y compris à l'INSEE. Si on part, par exemple, de données, de certaines données, les différentes sources de données de l'INSEE peuvent être exploité à un moment dans un processus de données, mais pas mis à disposition de tout agent de l'INSEE. Par exemple, quand on fait une enquête, on demande de moins en moins, on essaye de demander de moins en moins d'informations aux personnes quand on peut avoir cette information par ailleurs. Donc ça va impliquer de mettre en relation différentes sources de données. Et ça, c'est pas n'importe qui à l'INSEE qui pourra le faire. Ça va être des personnes, ça va être des mises en œuvre, des processus de données très spécifiques, très cadrés sur le plan juridique et qui vont être mis en œuvre que de manière anonymisée par par certains agents. Et donc nous, quand on va exploiter la donnée, par exemple si j'exploite le recensement en tant qu'interne à l'INSEE, je ne vais pas accéder à la donnée initiale, mais seulement à une donnée anonymisée. Donc voilà un petit peu ces différents niveaux de données, de sensibilité de données et d'accès à la donnée qui peut être associé selon le degré de sensibilité de la donnée. Et pour rebondir sur ce côté un peu éthique de l'utilisation des données, avec les différentes évolutions dans le domaine, en particulier par exemple l'intelligence artificielle et tout ce qui en découle, qu'est-ce que ces nouveaux outils vont pouvoir permettre de plus dans la data science s'ils sont vraiment des atouts ou si au contraire encore aujourd'hui il y a un peu des barrières un peu éthiques, ce genre de choses? Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, c'est un ensemble très large de techniques. Ça va de la transformation d'un texte libre en une nomenclature, en un chatbot. Et donc ça, c'est des problématiques qui sont très différentes du point de vue à la fois des méthodes, mais aussi des enjeux éthiques. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, en général, c'est une modélisation et une valorisation de données qui est peut-être un peu moins soumise à des hypothèses que ce qu'on pouvait avoir classiquement dans les valorisations de données dans la recherche. Et en fait, potentiellement, ces étapes-là, elles peuvent intervenir à de nombreux niveaux du processus de production de la donnée. Ça peut intervenir pour réduire la complexité, la diversité d'un jeu de données pour se focaliser sur des caractéristiques ou ou plutôt des groupes. Un exemple, quand les entrepreneurs créent leur entreprise et qu'ils donc déclarent leur activité, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une méthode qui soit capable de ranger ça dans une de nos boîtes de la statistique publique. Par exemple, de pouvoir dire que la personne qui se déclare
créateur de contenu sur YouTube. Ça, c'est pas une catégorie de la statistique publique, mais ce qui va nous intéresser, c'est la catégorie de la statistique publique qui est derrière, qui est, mettons, alors je la connais pas, mais artiste du numérique, mettons. C'est ça qui va nous intéresser, c'est transformer un produit donné dans un ticket de caisse en un produit un peu plus caractéristique qu'on peut comparer à d'autres produits de cette nomenclature pour voir les évolutions de prix à un niveau agrégé et pas au niveau du produit. Donc ça c'est un grand champ d'application pour nous de méthodes d'intelligence artificielle. C'est probablement l'une des principales d'ailleurs pour l'INSEE, application de l'intelligence artificielle. C'est finalement quelque chose un petit peu de niche dans le monde de l'intelligence artificielle, de transformer des champs de texte libres en une nomenclature qui est souvent en plus un peu spéciale. On a des nomenclatures voilà, qui sont emboîtées, qui sont très riches. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la production du poisson, enfin les productions de poissons, mais au sein de la production de poissons, c'est être en mesure de distinguer entre le poisson, je sais pas, qui rendu frais et le poisson surgelé, et donc de pouvoir relier ça à des évolutions de prix. Ça, c'est quelque chose un petit peu de niche, d'être capable de dire que voilà, ce produit, le lieu noir, 1 kilo de lieu noir vendu à l'étalage, où est-ce qu'on le fait rentrer, dans quelle catégorie on le fait rentrer? C'est pas forcément le cœur de l'intelligence artificielle dans le monde privé, mais pour nous, c'est quand même très important parce que nous, on fait de la statistique publique sur des nomenclatures. Donc ça, c'est une première manière importante pour nous d'utiliser l'intelligence artificielle. Nous, ça peut nous intéresser aussi, l'intelligence artificielle, pour détecter, enfin, pour comprendre un petit peu dans la donnée, on a toujours des erreurs dans les remontées de données. Essayer de comprendre pourquoi telle ou telle valeur n'apparaît pas plausible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant à des fins de contrôle, ça nous intéresse pas. Nous, on fait pas du contrôle. Ce qu'on fait, c'est essayer de comprendre si cette donnée-là, elle est importante, voilà, parce que il y a un problème dans la remontée de données ou parce que c'est une réalité et en fait, c'est quelque chose de très spécial. Prenons des salaires. Un salaire très élevé, extrêmement élevé, à plusieurs millions. Nous, on va essayer de comprendre si c'est un footballeur. Ça paraît finalement assez plausible, cette valeur-là. On va pouvoir l'exploiter pour les statistiques d'inégalité, alors que si on a plusieurs millions pour une activité qui ne paraît pas cohérente avec ce salaire-là, on va se poser la question de l'exploitation de cette donnée. On va se dire que peut-être elle va biaiser notre analyse, notre compréhension de la réalité, et donc on va peut-être réimputer cette valeur-là, lui donner une valeur plus plausible à l'aune des valeurs, enfin, des observations qui ressemblent à celle-ci. Donc voilà deux exemples qui sont, à mon sens, les principales exploitations qu'on peut faire de l'intelligence artificielle pour des fins de statistiques publiques et pas et qui sont un petit peu différentes donc d'ailleurs. Merci beaucoup à Lino Galliana pour ses conseils. Merci également à Eve Samani et Olivier Pinatel pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieurs ENSAE Paris, retrouvez-nous pour une prochaine saison ENSAE vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur notre site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt!